Bienvenue à LSA Direct, l'émission d'actualité de la Web TV du Soir d'Algérie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Hassan Benouag, président de l'Association nationale pour la protection des consommateurs Amen. M. Benouag, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, d'abord de nous avoir invités et puis à participer à ce canal, mais aussi de nous donner cette occasion très précieuse donc, pour sensibiliser les consommateurs et aussi appeler et interpeller les pouvoirs publics à faire encore plus d'efforts, malgré ce qu'ils font. Il reste beaucoup à faire et on est là. Nous sommes une association de consommateurs. Nous sommes un peu appelés comme des éternels insatisfaits parce qu'il y a toujours des choses à faire et c'est le rôle justement des associations consuméristes. Et j'espère que je serai à la hauteur pour répondre à vos questions, madame. Certainement. C'est parce qu'il y a beaucoup à faire qu'actuellement, beaucoup de dossiers sont ouverts au niveau de votre association? Oui, absolument. Parce que d'abord, on a des anciens dossiers qui sont toujours ouverts, qu'on n'a pas fermés, parce qu'ils sont toujours d'actualité. C'est des problèmes qui reviennent quotidiennement, mensuellement et annuellement. Il y a des nouveaux problèmes, malheureusement, qui nous font mal, parce que ça dénote que notre culture de consommation est toujours très faible. Et puis aussi, la maîtrise et la régulation du marché par les pouvoirs publics reste aussi faible. Donc nous sommes une association de consuméristes justement pour parler de ces faiblesses, pour sensibiliser, pour interpeller, pour éveiller les consciences et évidemment faire le plaidoyer envers les autorités à bien regarder donc, les problèmes des consommateurs. C'est nos problèmes à tous, et que ce soit vis-à-vis de la santé publique, que ce soit vis-à-vis de l'économie nationale, parce que c'est aussi important. Donc c'est lié, et si on arrive à résoudre les deux dossiers, on aurait assuré et la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi à l'avenir, c'est toute la sécurité, la souveraineté du pays qu'on aurait assurée. Certainement. L'approche du mois de Ramadan, c'est toujours problématique pour le marché, mais aussi pour le volet consommation. C'est vraiment... Le problème, c'est que à chaque Ramadan, on est effrayé et on en parle comme si c'était un problème. Alors que Ramadan, Shahr Rahma, Ramadan, normalement, c'est l'apaisement. Normalement, en tant que musulman, dans l'islam, 6 mois avant Ramadan, on attend Ramadan avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et on prie Dieu pour qu'on reste en vie jusqu'à ce qu'on passe Ramadan. Mais malheureusement, chez nous en Algérie, même dans certains pays qui nous ressemblent, malheureusement, les citoyens qui craignent Ramadan, et les pouvoirs publics qui craignent aussi Ramadan, c'est comme si Ramadan est une guerre. Alors que Ramadan, normalement, c'est Ramadan, on devrait faire beaucoup d'économies. C'est pendant Ramadan qu'on doit faire la révision totale de notre santé, parce que c'est Ramadan, donc on jeûne, donc on se surveille, on observe ce qu'on mange, et on mange toujours à la même heure, tous. C'est pendant Ramadan où les familles se rassemblent autour d'une table. Ramadan, on a des horaires fixes justement pour manger, donc on laisse l'estomac se reposer. Et c'est un mois où on doit libérer toutes les toxines et dégager donc, tout ce qu'il y a de pas bien comme graisse, mauvaise graisse de notre corps. Donc normalement, on devrait être content, être joyeux, et Ramadan qui arrive. Vous avez bien dit normalement. Normalement. Parce malheureusement, que finalement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. On est en train d'observer, de voir les gens, ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas rassemblé assez d'argent pour faire face à Ramadan. Et les pouvoirs publics je dirais, qui font beaucoup d'efforts, beaucoup de réunions, beaucoup de discours pour Ramadan. Donc ça, c'est de l'énergie qu'on dépense. On est en train de dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et en plus, c'est un gaspillage pré-Ramadan. Pendant Ramadan, il y a le gaspillage alimentaire, il y a le gaspillage du temps de travail, mais avant Ramadan, il y a le gaspillage de l'administration. Parce que tous ces cadres, même les hauts cadres du pays qui travaillent pour Ramadan, c'est des pertes économiques, qu'on le veuille ou pas. Donc, Inch'Allah, on arrivera un jour où Ramadan sera un non-événement. On va normaliser. Au contraire, tout le monde serait content parce qu'à Ramadan, on va avoir faim, comme ceux qui ont faim toute l'année. Donc c'est pour ça, Ramadan, on va avoir plus de temps libre pour travailler parce qu'on ne va pas s'arrêter pour manger à midi, on ne va pas s'arrêter pour prendre un café. Ramadan, on en profiterait pour arrêter le tabac, pour les fumeurs. Ramadan, c'est pour se retrouver en famille, parce qu'on a du temps pour ça. Et puis Ramadan, il y a l'apaisement, il y a ces belles rencontres. Ramadan, c'est pour prier Dieu, faire plus de prières, lire le Coran, faire de bonnes choses, sadaqa, donc donner, le sourire, le bien-être. C'est ça Ramadan.
on rêve à ce que Ramadan soit comme ça, mais pas à commencer 2, 3 mois avant Ramadan. On entend même, je dirais, même des ministres qui parlent de Ramadan, on doit alimenter le souk, le marché, on doit faire pour Ramadan. Non, mais Ramadan, on consommera moins. On consommera moins. D'ailleurs, vous avez bien lancé une campagne, si je reprends, je ne me trompe pas dans le slogan, un ramadan sain et économique. Ça paraît pourtant impossible, vu les comportements du consommateur. Oui, sain, c'est difficile à imaginer, encore moins économique, quand on voit comment les gens se ruent sur les marchés. C'est pas économique, que ce soit pour le trésor public, parce qu'ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour alimenter le marché, à faire même des importations d'appoint. Des importations de viande, par exemple, qu'on va payer en devise forte. C'est de l'arrêt de travail, je dirais, permettre aux gens d'arrêter le travail à 14 heures. Ça, c'est des pertes économiques. Nous avons des entreprises, des opérateurs privés qui souffrent, dont la trésorerie souffre pendant le Ramadan. Nous avons des entreprises qui veulent venir travailler en Algérie, construire des usines, investir, mais quand ils font leur calcul, leur business plan, et qu'ils trouvent il y a 1 mois sur 12, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de rentabilité, donc ça les décourage. Donc ça, c'est des pertes économiques. Maintenant, pour la santé, c'est la catastrophe. Les médecins le disent. Beaucoup de personnes sont saines avant Ramadan, après Ramadan, elles sont malades. Soit elles deviennent diabétiques, soit hypertendues, soit il y a l'obésité aussi, c'est une maladie, tous les problèmes cardiovasculaires. Est-ce que Ramadan est réellement Dieu donne un Ramadan pour cela? Non. Je le dis, non, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'on est en train de se battre à l'association Amen pour remettre les choses dans l'ordre et les remettre dans leur place. À Ramadan, je dirais, c'est le moment où on doit profiter pour gagner de l'argent dans les familles. On doit dépenser moins. On doit gagner dans sa santé. Et le trésor public doit, c'est-à-dire gagner plus d'argent parce que les gens vont travailler plus. C'est ça. D'ailleurs, Ramadan, quand il y a Ramadan dans l'islam, dans la même période où le Ramadan nous a été imposé, dans la même période, il y a eu la bataille de Badr, Ma'arakat Badr, qui était pendant Ramadan. Dieu voulait nous montrer à nous et à toutes les générations que Ramadan, c'est pour travailler. Ramadan, c'est pour aller faire des batailles. Les batailles maintenant, c'est le travail. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez que nous disons depuis des années, avant chaque Ramadan, et je le répète encore avec vous, avant chaque Ramadan, chacun doit se peser. Et se peser après Ramadan. S'il trouve qu'il n'a pas baissé de poids, sauf s'il y a un problème hormonal ou il est malade. Mais s'il n'a pas baissé de poids, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Si aussi, pendant Ramadan, il trouve qu'il a dépensé plus que les autres mois, ça veut dire quelque chose qui cloche. Parce qu'on mange moins pendant Ramadan, on a moins de repas. On a un repas, oui. Oui, on a un repas principal et un repas secondaire. Logiquement, c'est ça Ramadan. Maintenant, pour ceux qui, entre les repas, n'arrêtent pas de manger de 20h jusqu'à 5h du matin. Souvent des sucreries. Et en plus, manger quoi? Des sucreries, des excitants comme le thé, le café. Enfin, vous savez, en plus, au lieu qu'on s'arrange, on est en train de revenir en arrière. Parce qu'il y a eu un temps où on parlait de qalb-el-lawz et zdabia. Maintenant, c'est des pâtisseries, c'est des tartes. C'est nouveau, hein? Donc même point de vue culture, même point de vue habitude, ça n'a rien à voir avec nous, les Algériens. Donc c'est nouveau, c'est commercial, c'est le marketing. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent pendant Ramadan, qui ne gagnent pas pendant l'année, mais qui ne gagnent que pendant Ramadan. On a ce phénomène nouveau, les brochettes de viande pendant Ramadan, partout. En soirée, mais la cohésion familiale, le repas familial, il est où? S'il y a des gens qui consomment dehors, ça veut dire que Ramadan, le seul mois où on mange ensemble, c'est parti. On ne mange plus la shorba, mais peut-être sur Ramadan, après les jeunes surtout, les hommes, ils sortent pour aller manger des brochettes avec leurs amis. Tout ça, c'est nouveau et ça ne fait que nous faire revenir en arrière, point de vue culture de consommation. Même point de vue habitude sociale, familiale, on est en train de perdre. Il y avait le qadat, Ramadan, il y avait le qadat. C'est l'occasion de se retrouver, le thé, qadat une fois par semaine, le thé, même si on fait des petits gâteaux orientaux qui étaient préparés à la maison. Avec des produits, je dirais, d'origine, des produits sains. Mais maintenant tout ça se fait d'une manière, c'est très commercial, c'est du marketing. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créés juste pour Ramadan. Juste pour Ramadan. Je parlerai des boissonniers, par exemple, qui font des stocks énormes avant Ramadan pour vendre pendant Ramadan. Est-ce que réellement nous consommons toutes ces boissons pendant Ramadan? Est-ce que réellement le sucre, il n'y a qu'à voir les importateurs et les producteurs de sucre, qu'est-ce qu'il y a comme production, comme excès de production pendant Ramadan? Et tout ça va soit pour nuire à notre santé, soit pour nuire à notre économie.
Et qu'est-ce qu'il faut faire alors à ce stade-là? Agir sur le comportement du consommateur, comment? D'abord, il va falloir qu'il y ait de la sensibilisation sereine, efficace. C'est-à-dire, la sensibilisation, c'est pas seulement une association qui sort dans les rues, dans les routes, les places publiques pour aller. Non, c'est d'abord l'école. On doit maintenant redémarrer à zéro avec les enfants de maintenant pour avoir une bonne culture de consommation à l'avenir. Chose qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Depuis longtemps qu'on le dit. Notre association a été créée en 2014. Depuis 2014 qu'on le disait. Si on avait commencé en 2015, nous sommes en 2025. 10 ans après, 10 ans, les enfants, maintenant, ils sont des jeunes universitaires. Donc, on doit commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a les mosquées, les prêches dans la mosquée. L'imam, c'est un personnage, c'est une personnalité très importante chez nous, les Algériens. Que ce soit dans le cadre musulman que dans le cadre social. C'est le qudwa, c'est l'idole de la... Donc, ils doivent insister sur ça. C'est-à-dire, Ramadan, maintenant, on ne doit pas parler que je dirais, de ce qui a été dit dans le Coran, dans la Sunna, mais aussi de ce qui doit se faire en notre temps 2025 par rapport à Ramadan. Comme ça, je dirais, l'imam peut bien dire, faites attention, Ramadan, c'est pas... Il n'a jamais été dit dans le Coran ni dans la Sunna qu'on doit obligatoirement jeûner autour de la table en famille. Ne faites pas vite quand vous êtes en route pour arriver. Vous arrivez 5-10 minutes en retard, ça ne nuit en rien à votre jeûne. Par exemple, dire aussi les gens qui utilisent la route d'une autre manière, faire Ramadan. La route, faire Ramadan, les gens se permettent, parce que je suis un Essaïm, parce que je jeûne, donc je peux me permettre de me stationner là où je veux, même pour aller faire ma prière, je stationne là où je veux, en double position, en plein carrefour, en stationnement interdit, pour aller faire le marché. Ou bien Ramadan c'est pour avoir au contraire un tempérament plus calme, avoir plus de sourire à offrir. Moi je fais Ramadan, on est fâché, on est stressé, on est angoissé, et dire que parce qu'on est Saïm, qui a dit que Siyam a un rapport avec ça? Donc l'éducation, cette éducation, on voudrait aussi qu'elle soit transmise dans nos mosquées. Et évidemment, la meilleure des meilleures sensibilisations, c'est la répression. Il faudrait que les agents du contrôle du commerce, des APC, des bureaux d'hygiène, tout le monde, donc les services de sécurité, travaillent plus. C'est pas parce que c'est Ramadan, c'est parce que pendant Ramadan, il y a plus d'infractions. Donc pendant Ramadan, les gens se permettent de venir vendre de la sherbet dans des sachets en plastique sur la voie publique, vendre de la viande suspendue à des arbres, vendre des gâteaux orientaux avec du miel en pleine poussière, vendre du... C'est-à-dire, c'est l'informel. Donc c'est pendant Ramadan qu'on doit combattre ces fléaux pour gagner pour l'après-Ramadan. Donc, c'est ça la sensibilisation. Il faudrait qu'il y ait un intérêt dans ce sens, mais pas dans le sens, parce que vous savez, nous, on est en train de dire ça. Réduisons la consommation, consommons normalement, pas trop de viande, pas trop de sucreries, pas trop, pour détoxiquer notre organisme, etc. Mais quand on entend dans des discours officiels, allez, Ramadan, on va encore importer de la volaille, parce qu'il y a Ramadan, les Algériens doivent consommer de la volaille. Allez, pendant Ramadan, parce qu'on importe des viandes, même à devise forte. Pendant Ramadan, on ouvre de nouveaux marchés pour Ramadan. Pour encore plus... pour consommer plus, à la consommation. Et puis, on en parle trop. Pendant Ramadan, on libère le champ de la publicité, mais comme je... C'est-à-dire, c'est tout le monde qui fait de la publicité. Ils ont de l'argent à dépenser dans ce cadre. Ils nous infestent la table et le qa'da de Ramadan avec 20-30 minutes de publicité et de quoi? De produits alimentaires. Normalement, ça, c'est interdit. C'est interdit de faire de la publicité de produits sucrés, de produits qui sont nocifs à la santé, alors que tout le monde est à table. Parce que ça, on est en train de le payer. On est déjà très malade. Et on va encore très malade. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises, des opérateurs qui ont payé les organes des médias et qui peuvent se permettre de dire même n'importe quoi. Parfois, c'est des publicités mensongères, des publicités trompeuses. Donc, c'est ça. Donc, le jour où on arriverait à maîtriser tout ça, vous savez, on va passer un ramadan tranquille. Le ramadan de cette année, il est en période, je dirais, hivernale. Les journées sont courtes. On peut se passer de manger, de boire. Logiquement, allez, on apprend. Nous avons encore à peu près une quinzaine d'années comme ça pour réapprendre à cette génération, cette nouvelle génération, de devenir de vrais musulmans qui font le vrai ramadan. Il y a le volet, tout le volet sensibilisation, mais il y a aussi le volet, les lois de la République qui doivent s'appliquer. Je fais référence au taux de sucre dans les produits, que ce soit boisson, yaourt. Tout le monde s'accorde à dire que
les produits nationaux sont trop sucrés. Oui, oui, je le confirme. Vous savez qu'il y a des normes internationales. L'OMS nous dit qu'on ne doit pas consommer au-delà de 10 kg de sucre par individu par an. Nous sommes à 40 kg de sucre par individu par an. Nous sommes à 4 fois la norme. Ouais. En Europe, il y a certains pays, pas l'Europe du Nord, mais l'Europe du Sud, pour ne pas les citer, qui sont à 18, 20 kg, qui commencent à nous ressembler. Mais dans les pays où réellement il y a la culture de consommation et le vrai civisme, eh ben, ils sont à 10, 12 kg de sucre par individu par an. Le sel, nous sommes à pratiquement 2 kg, plutôt, nous sommes à 12 grammes par individu. Alors que normalement, c'est 5 grammes par jour. Et donc on est dans quotidien. On est dans l'excès, on est dans le double. Il n'y a qu'à voir le pain. Le pain en Algérie, il contient 2 kg de sel pour 100 kg de farine. Alors que la norme, c'est 1 kg de sel. Donc on est au double. D'ailleurs, notre pain, il est salé. Oui. Vous savez, quand on reçoit des amis de la famille qui viennent d'Europe, ils nous disent que le pain est salé. Et trouvent les produits trop sucrés à leur goût. Nos limonades sont sucrées. Les limonades, les boissons, nous sommes à 150 grammes par litre. Alors que dans la norme, on ne doit pas dépasser 100 grammes. Et depuis 2018 qu'on appelle les pouvoirs publics pour faire réduire, on avait même fait des propositions pour réduire donc 10 grammes par an. Il y avait eu un travail qui avait été fait dans ce sens. Oui, un travail. On avait comme partenaire, je dirais, les boissonniers eux-mêmes, l'association algérienne des producteurs de boissons. Il y avait l'INSP, l'Institut national de santé publique. Il y avait le ministère du Commerce. Donc on avait travaillé ensemble, on était partenaires pour dire que chacun a un axe. Le ministère du Commerce, c'était pour élaborer des règlements techniques et des lois, je dirais, donc des textes juridiques, pour faire réduire le sucre dans toute l'industrie agroalimentaire, à commencer par les boissons. C'était en 2018. Les boissonniers étaient d'accord. D'ailleurs, certains producteurs avaient commencé à faire baisser le taux du sucre. Mais à un certain moment, ils se sont arrêtés parce que leurs produits ne se vendaient plus. Voilà, j'allais vous dire, à chaque fois qu'on pose la question aux producteurs de boissons, ou même de yaourts, de biscuits, la réponse est la même. Si je réduis le sucre, les consommateurs ne vont pas consommer. Oui, mais il y a un moment, ce consommateur, il va falloir, entre guillemets, lui imposer de nouveaux produits, rééduquer son goût, rééduquer les enfants par la force de la loi. La force de la loi. Quand la loi impose aux producteurs, à tous les producteurs, de réduire le sucre, avec un contrôle rigoureux, eh bien, ils vont commencer à réduire. Ils ne sont pas contre. De toute manière, ils vont gagner de l'argent qu'ils perdent dans le sucre, ils vont le gagner. Oui. Et puis, à nous, maintenant, de s'habituer. On avait même fait la proposition de réduire, de chaque mois de Ramadan, on réduit 10 grammes. Oui. Parce que pendant Ramadan, on consomme, parfois, on ne fait pas attention. Et on aurait, donc, depuis 2018 à ce jour, on aurait atteint. Pour que ça soit progressif. Il y a un texte qui est sorti en 2022 pour faire réduire le sucre dans les boissons à 105 grammes. Mais malheureusement, sur le terrain, actuellement, il n'est pas encore appliqué. Il n'est pas appliqué. C'est pas encore exécuté. Et chaque jour qu'on perd, c'est des nouveaux malades. C'est pas exécuté parce que les producteurs forment, forment un lobby assez puissant. Oui, non, il y a beaucoup d'argent en jeu. Moi, je dirais que c'est pas eux qui sont puissants, c'est nous qui sommes faibles. Oui. Que ce soit les consommateurs qui continuent à acheter, à consommer, il y a certains qui disent il n'y a pas de table sans limonade, on ne peut pas consommer sans limonade. Il y a aussi les responsables politiques, les pouvoirs publics, l'administration qui tardent à faire exécuter ce texte de loi. Donc on attendait depuis déjà 5 ans et puis maintenant on attend encore des années pour le faire exécuter. Et pendant ces 5 ans, il y a eu beaucoup de nouveaux malades, beaucoup de nouveaux diabétiques, de cancéreux, d'obèses, de tout. Justement, parce qu'il faut le dire, ce que nous mangeons a un impact direct sur notre santé. Bien sûr. Et on le voit. Les grandes maladies qu'on a, elles sont toutes causées par ce qu'on mange. D'abord, et puis après le stress qu'on vit, la qualité de vie, l'air qu'on respire, la pollution atmosphérique, la qualité de l'eau, il y a tout ça qui font que nous sommes malades. Mais la grande partie des maladies, par exemple, on vient de savoir que pour l'année passée, enfin 2024, le gros taux du cancer, c'est colorectal. Donc, ce qui est causé par ce qu'on mange. Bien sûr, on a mis le doigt sur le pain qu'on mange, d'abord, c'est un pain qui est surchargé de produits chimiques et fabriqué avec une farine ultra transformée qui est très mauvaise. Oui. En plus, on rajoute maintenant beaucoup de sucre pour le rendre croustillant, pour le vendre, et beaucoup d'huile, donc de la mauvaise huile, les mauvais gras, et le sel. Donc ça fait ce qui fait que le pain, d'ailleurs, peut-être on va poser la question, tout ce qu'on jette comme pain pendant le Ramadan, moi je dirais, maintenant, on est arrivé à dire que ce n'est pas le pain qu'on jette qui nous dérange en tant qu'association d'Amen, c'est plutôt le pain qu'on mange
Ouais. Parce que c'est de la perte économique, mais aussi de la perte de santé publique. Mis à part le pain, il y a ces taux de sucre qui sont, j'avais dit, on est à 4 fois la consommation normale. Et en plus, ça se développe. Vous savez que les producteurs, à un certain moment, ils ont senti qu'il y a une baisse de demande pour les boissons. Ouais. Jus, gazeuses et tout. Ils ont repris ça avec la production de l'eau en bouteille. On a vu, maintenant, il y a des marques, dizaines de marques. Et maintenant, ils ont été vers autre chose. C'est des boissons énergisantes. Vous savez, donc eux, ils ont des laboratoires de recherche, hein, ils font du marketing, ils ont des études. Ils suivent les tendances. Ils suivent les tendances à l'étranger, ici, et puis c'est des firmes qui sont internationales, donc qui font des études. Puis voilà, ils sont forts, hein, ils sont forts. Et nous, là, on devient donc le maillon faible, et on est leur victime, et on est leur gagne argent, pas pain. Donc on est en train de faire de richesse avec notre santé, avec notre économie nationale. Donc eux, ils sont en train de bien faire pour eux, mais de mal faire pour nous. Vous savez, ces boissons énergisantes, c'est une calamité, c'est un gros problème. On est très stressé dans l'association parce que c'est des boissons vecteurs de maladies, je dirais, très dangereuses. Très dangereuses. On a fait un atelier avec des médecins, des spécialistes dans tous les domaines. Tout le monde s'accorde pour dire que ça peut tuer. Ça peut tuer parce que c'est décommandé pour ceux qui ont moins de 16 ans, pour les sujets à moins de 16 ans. Pourtant, on voit bien des enfants, des très jeunes enfants au primaire avec ouais. des canettes et des bouteilles de boissons énergisantes. Absolument. Surtout pas pour les femmes enceintes, surtout pas pour les femmes qui allaitent, surtout pas pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, surtout pas pour ceux qui ont une suspicion de diabète. Et il faudrait consommer une quantité limitée. Il faudrait que ça se vende dans des étalages à part. Ah oui, le texte est clair. Il est clair. Pourtant, on les voit côtoyer des yaourts et de l'eau. Absolument. Absolument. Donc là, les producteurs, ils font ce qu'ils font pour gagner de l'argent. Les consommateurs, ils ne savent pas, parce que pour beaucoup de parents, pour beaucoup de jeunes, c'est des boissons algériennes, du moment que maintenant elles ne sont pas importées. Oui. Nous avons une seule marque qui est importée d'un pays voisin. Peut-être trop cher pour être consommé, donc tout le monde se rabat sur les marques algériennes. Il y a déjà 7 marques qui sont en train de faire de la concurrence entre elles. 7 marques parce que le filon est visiblement très rentable. Et vous allez voir que dans 6 mois ou même moins, il va y avoir encore d'autres marques. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'ils sont en train de transiter donc de la limonade vers la boisson, vers l'eau en bouteille, maintenant vers ces nouveaux produits. Peut-être à l'avenir, ils sont en train de penser à d'autres boissons. Ils attendent nos tendances pour vendre au maximum. Oui. Maintenant que les Algériens meurent comme ça de crise cardiaque ou de cancer, mais bon, ça n'inquiète pas tout le monde. Hein. Ouais. Mais là, en tant qu'association consumériste, on est très inquiet, on est alarmé, on est même outré du moment que nous avons organisé un deuxième atelier où on avait invité des représentants des ministères du Commerce, du ministère de l'Industrie, du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation nationale. Beaucoup d'experts, ils étaient tous d'accord qu'il y a une réglementation, que ces boissons ne doivent pas être consommées par ceci, par cela. D'ailleurs, on avait dit qu'à lire le texte, c'est des produits qui devraient être prescrits par des médecins. Oui. Du moment qu'il ne faut pas que ce soit vendu à des mineurs. C'est vendu dans des supérettes, dans des épiceries, et plus grave encore, c'est vendu dans les salles de sport. Oui. Et les experts, ils ont expliqué devant tout le monde que quand on fait de sport, il y a eu beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès où justement ces boissons ont été suspectées parce que ça augmente le rythme cardiaque. Même on avait des experts en sport qui nous ont expliqué, ils disent qu'à chaque fois qu'un jeune prend ça, le rythme cardiaque il augmente. Oui. Alors si il fait encore du sport intensif, il peut mourir. Il y a aussi, ça a été déclaré par des médecins légistes, ils nous ont dit qu'ils ont trouvé beaucoup de décès. C'est des jeunes et moins jeunes, donc des individus qui prenaient des drogues, des stupéfiants, de l'alcool. Et quand ils prennent ces boissons en même temps, eh ben, ils décèdent. C'est des causes de décès. C'est des cocktails, c'est des cocktails très dangereux. Très dangereux, très dangereux. Donc, mais depuis ce jour-là, il n'y a pas eu de contrôle sur les salles de sport, il n'y a pas eu de contrôle sur les épiceries. On laisse vendre, on laisse faire. Les producteurs, ils sont en train d'innover. Ils disent il y en a de plus en plus, de différents goûts. Oui. C'est écrit interdit de moins de 16 ans.
mais la canette ou la bouteille avec des avec des dessins pour jeunes, hein, donc des dessins animés et tout, pour attirer les jeunes. Pour attirer encore plus. Oui, mais la solution serait quoi, la solution, c'est que le ministre du Commerce instruise toutes ces directions d'aller faire donc, des descentes de contrôle rien que pour cela. Donc il faudrait dissuader donc, ces commerçants, parce qu'il y a certains commerçants, ils ne savent même pas. Vous savez, sur la bouteille, sur la canette, on ne peut pas lire à l'œil nu. Hein. C'est tellement petit, oui. Oui, ils ne le savent pas. Donc, c'est des descentes pour dire, et puis il faut filmer ça, il faut montrer ça aux télévisions, les médias lourds, il faudrait montrer tout ça pour interpeller les consciences des parents, parce que les parents ne savent pas. Aussi, l'éducation nationale, donc les écoles, les surveillants, les directeurs, les enseignants doivent aussi faire leur travail pour interdire l'accès de ces jeunes aux écoles avec ces boissons. Et évidemment, c'est la proposition peut-être qui ne sera peut-être pas appréciée par tous, c'est une forte taxation. Oui. Vous savez, c'est pas normal, hein, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une boisson pareille, dans une canette de 25 centilitres, qu'elle coûte 90 dinars. Oui. Elle coûte le prix d'une n'importe quelle limonade. Alors, quand on lit la composition, ce qu'il y a dedans, il y a de la caféine, il y a de la taurine, il y a du ginseng, oui. En tout cas, c'est des produits. On a fait vérifier. Sur le marché international, c'est des produits qui coûtent cher, très cher. Et la boisson qu'on vend en Algérie, elle est pratiquement importée, pratiquement à 95%. Il n'y a que l'eau qui est algérienne et la main-d'œuvre. Donc, comment se fait-il qu'ils puissent la vendre aussi avec un prix aussi bas? Oui. C'est pas normal. Moi, j'ai dit que, par ailleurs, derrière nos frontières, il y a des gens qui sont en train de viser la santé publique avec ça. Ils sont en train de nous faire la guerre avec ces produits. Et nos opérateurs ne le savent pas. Au niveau des douanes, ils ne le savent pas. Au niveau du ministère des Finances, ils ne le savent pas. Donc, on a proposé à l'importation de ces produits qu'on les taxe. Mais on ne va pas augmenter 10%, 20%. On doit multiplier ça par 5, par 10. La canette ne doit pas coûter 90 dinars, elle doit coûter 400 dinars. 500 dinars. Ça limiterait clairement la consommation. Maintenant, si j'ai un besoin, parce qu'un jour comme ça, j'ai une garde ou bien j'ai un événement, j'ai une fête, j'ai un décès, j'ai de la route à prendre, si de temps en temps, si ça me coûte cher, une consommation occasionnelle, si je la paye à 400 dinars, ben voilà, j'aurais gagné peut-être du temps de travail. Mais à 80 dinars, vous savez, je vais vous dire, nous avons eu des enfants qui consommaient jusqu'à 7 canettes par jour. 7 canettes par jour. On a eu 4 et 5, on a fait des sondages, 4 et 5, voilà. Mais arrivé à 7, on a des individus qui consomment 7. Des enfants? Oui, des adolescents. Oui. Pourquoi? Ça fait un effet d'éveil, ça booste pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et puis ça descend, il doit prendre une autre. Vous savez, c'est étudié, c'est calculé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un grave problème. Et merci de nous permettre d'en parler, parce qu'on ne cesse pas ces derniers temps, donc d'essayer de sensibiliser, d'éveiller les consciences. Mais ça ne nous empêche pas de parler aussi des autres boissons surchargées de sucre, de produits chimiques, de colorants, etc. Des colorants, les additifs. Ouais. Il y a aussi la réglementation, elle existe. Ouais. Et pourtant, on continue à importer des produits, pour ne pas dire contrefaits, mais des produits de mauvaise qualité, de bas de gamme. Vous savez, quand on est dans le social, quand on fait un pain social, les ingrédients, ils ne peuvent pas être de qualité. Quand on essaye de faire de la concurrence négative, donc pour les boissons, pour les yaourts, parce qu'on fait du populisme, on importe des ingrédients de basse qualité. Est-ce que nos laboratoires peuvent déterminer quel est le bon et le mauvais? Non, les importateurs importent avec des certificats. On peut contrôler certains critères, mais pas tout. D'ailleurs, j'interpelle tout le monde. Est-ce que nos produits peuvent être consommés par des Européens? On a vu des limonades qui se vendent en Europe, elles sont différentes que celles dans la même marque qui se vendent en Algérie. C'est la même chose pour les yaourts, c'est la même chose pour tous les autres produits. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, le producteur fait un effort lorsque c'est destiné au marché. Ouais. C'est le cahier des charges. Eux, ils ont un cahier des charges qui exige. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'en avoir un? C'est quand même c'est même plus une question de goût, c'est une question de santé publique. Mais écoutez, voilà, quand on perd du temps à s'occuper de comment approvisionner le Ramadan, c'est le temps qu'on aurait pu consommer pour justement faire un travail de fond sur ça. Parce qu'aujourd'hui, une bouteille de limonade, elle coûte 100 dinars. Ici, elle coûterait 120 dinars. Où est le problème? Au contraire, c'est bien. Le producteur, il va gagner plus. Et vendre moins. Nous, on va consommer moins, et gagner plus dans notre santé. Et le trésor public va gagner plus en taxes.
Donc c'est tout le monde qui va y gagner. Mais on doit cesser de faire ce populisme qui nous fait beaucoup de mal. C'est ça, c'est parce que essayer de vendre tout à bas prix. Ce qui fait que on retrouve sur les étals non plus du fromage mais de la préparation fromagère, non plus du chocolat mais du VGKO. Bon, les gens qui savent, qui lisent, ils arrivent à s'en sortir. La majorité ne sait même pas ce qu'elle consomme. Écoutez, à chaque fois on nous dit « Ah non, c'est le consommateur ». Oui, le consommateur, il est ce qu'il est. Maintenant, déjà nous en tant qu'association, une petite association, quand on fait nos sondages, on a fait une petite étude, on a trouvé que la culture des consommateurs algériens laisse à désirer. Mais maintenant, pour changer, on a fait des propositions. Commencer de la crèche, l'école, les médias, diminuer la publicité, augmenter les spots de sensibilisation, des mosquées. Tout le monde doit s'y mettre pendant 10 à 15 ans pour redresser les choses. Mais on ne va pas toujours incriminer le consommateur. Maintenant, ce consommateur, il est dans un état. C'est-à-dire nous avons un gouvernement, nous avons des pouvoirs publics qui nous encadrent, qui encadrent la consommation. La protection du consommateur, c'est institutionnel. Oui. C'est inscrit dans la Constitution. Et c'est à la charge du ministère du Commerce. Parce que les producteurs peuvent produire ce qu'ils veulent, mais avant que ça atteigne donc, le ventre du consommateur, c'est le ministère du Commerce qui est responsable. Donc, il y a un travail à faire sur ça. Donc, c'est le ministère du Commerce qui doit faire beaucoup d'efforts pour interdire certains produits et pour relever donc, la vigilance et rendre strict les cahiers des charges. C'est au ministère de la Santé d'interpeller le ministère du Commerce, d'interpeller le ministère de l'Industrie pour dire « Faites attention, vous êtes en train de rendre les Algériens malades et c'est nous, au ministère de la Santé, qui sommes à chaque fois obligés de construire de nouveaux hôpitaux, d'importer d'autres matériels, etc. » Donc l'argent qu'on est en train de dépenser comme ça, on le dépense dans l'amélioration du cadre de vie, de la qualité de vie, de la qualité de nos produits. Donc important des produits convenablement de qualité. Essayons de reprendre, mais avec des efforts des uns et des autres, notre alimentation ancestrale, l'alimentation méditerranéenne. Si on fait des efforts pour le café, vous imaginez, on est en train de subventionner le café. Oui. Alors, combien d'Algériens qui consomment le café? Et pourquoi subventionner le café? Si c'est pour prendre un café par jour, moi j'ai le courage de le dire, moi je ne fais pas du populisme. Je dis, si on consomme un café par jour, qu'on le paye 60 dinars, 70 dinars, eh ben, c'est un luxe. C'est un luxe. Ce n'est pas une priorité. Beaucoup de gens, ça ne leur plaît pas. Mais je dis, on ne doit pas travailler, faire des efforts pour les gens qui consomment 10 à 12 cafés par jour. Ceux-là, c'est vrai que ça touche à leur poche. Donc l'effort qu'on a fait pour le café, pour le sucre, pour l'huile de table, pour la margarine, on le fait pour les légumes. Les légumes frais, des fruits. Des produits bons pour la santé. Par exemple, on plafonne. On essaie pas de plafonner, mais d'afficher, d'annoncer des prix de référence pour les oranges, pour la mandarine, pour les dattes, pour les figues sèches. C'est ça la santé. L'huile d'olive et tout ce qui est bon pour la santé. Vous savez qu'on a fait beaucoup de travail pour l'huile de table, qui est nocif à la santé, mais on n'a pas fait grand-chose pour l'huile d'olive. On n'a pas démocratisé la consommation de l'huile d'olive. Méditerranéens que nous sommes, les chercheurs, un jour, ils vont trouver que nous avons une mauvaise santé parce que nous n'avons pas consommé méditerranéen. On a tourné le dos à nos habitudes ancestrales. On ne consomme pas de poissons et produits de la mer parce que aussi on n'a pas fait un travail sur cela. Parce qu'on n'a pas investi dans la pêche réellement, dans l'élevage, dans l'aquaculture, etc. Mais l'huile d'olive, on est en train d'investir beaucoup de champs. Il y a beaucoup de champs dans le Sahara, sur les hauts plateaux, mais on n'a pas investi dans la transformation, dans la commercialisation, dans la sensibilisation. Nous consommons 25 centilitres par individu par an, alors qu'en Grèce, ils sont à 15 litres par individu par an. Voilà la différence. Nous sommes malades aussi parce que nous ne consommons pas beaucoup d'huile d'olive. Il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas du tout de dattes. Il y a d'autres pas de figues, pas d'oranges, pas de mandarines, en leur saison. Des légumes, des enfants ne consomment pas de légumes, les parents ne consomment pas de légumes, ils sont dans le fast-food actuellement. C'est la pizza, c'est la volaille. C'est les sauces là, à tout va. Oui, la volaille. Je ne peux pas ne pas parler de volaille. On est en train de surconsommer de la volaille. Parce que beaucoup d'Algériens, y compris donc les décideurs qui disent que allez, on importe la volaille parce que ça apporte des protéines. Et puis ça compense un peu la cherté de la viande rouge. Mais il vaut mieux ne pas consommer que de consommer de la volaille. Consommer moins bon sans cette viande. Parce que d'abord on l'appelle viande blanche alors que normalement c'est de la viande rouge. Il n'y a pas de viande blanche. Elle est devenue blanche
avec des intrants chimiques, avec l'alimentation chimique. C'est pour ça qu'elle est blanche. La volaille, je le dis avec toute la responsabilité, chez nous, elle apporte beaucoup de problèmes de santé. Parce que 80% de sa consommation provient de l'informel, où il n'y a pas eu de surveillance ni de contrôle sur le dosage des produits vétérinaires. Sans parler des conditions d'abattage, de transport, de commercialisation. Donc, c'est une alerte que je donne aux consommateurs, surtout dans le qui approche. On ne va pas se priver donc, de temps à autre pour ne pas oublier le goût, mais faites attention. Faites attention à la surconsommation. Beaucoup de gens nous disent, mais qu'est-ce qu'on va consommer? Consommer des œufs, consommer les protéines qui sont dans les légumineuses, le hummus, le loubia, la dis, c'est de bonnes protéines. Et puis, à quoi bon de dépenser pour, soi-disant, augmenter ou améliorer sa santé? Alors, à la fin, on va encore dépenser pour les scanners, pour les IRM, pour se soigner. Donc, on doit être stratège. Et on doit être stratège. Vous savez, les éleveurs, les producteurs, les industriels, ils ont des stratégies. Mais nous, malheureusement, on n'a pas de stratégie. On est là, justement, pour vous dire, ayez des stratégies. Faites, il y a Ramadan qui approche, faites des menus. Faites des menus et achetez selon le menu, vous allez voir. Et éliminez tout ce qui n'est pas bien, vous barrez en rouge, même si les enfants ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents aujourd'hui, mais ils seraient contents demain quand ils vont investir dans la santé. Et puis, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas manger tout le temps bon. On doit manger bien. On doit apprendre cette culture aux enfants. Parlons d'enfants. Les cantines scolaires. Vous savez que les pouvoirs publics, l'État algérien, et on les remercie pour cela, surtout le président de la République, qui a donné des instructions pour faire réaliser des cantines scolaires partout. Ça, c'est magnifique. Mais l'investissement pour la construction, pour l'équipement, il y est. Mais il manquait juste qu'il y ait une personne spécialisée qui surveille. Un nutritionniste qui surveille pour rendre cette cantine, pas une cantine, mais une salle pédagogique pour apprendre aux enfants comment consommer. C'est ces enfants-là qui vont probablement apporter le changement et montrer la voie à leurs parents. Moi, je vais être loin. On va noter les enfants qui mangent bien. On va leur rajouter des points pour les inciter. Quand ils vont manger bien à la cantine, je me serais assuré que j'ai une génération qui va arriver avec une bonne santé. En plus, les enfants maintenant, ils influencent sur les parents. C'est le contraire qui se fait. Donc, commençons à faire un travail dessus. Du moment que des milliards ont été dépensés, rajoutons un tout petit peu, un peu d'effort, ramenant à ces enfants des légumes de saison, faisant un menu diététique, de santé sain, et surtout, les obliger à consommer. Les obliger. D'ailleurs, on est en train de faire des propositions pareilles. Même, j'irai plus loin, le bloc sanitaire. Pour nous, c'est une salle pédagogique pour l'hygiène, pour apprendre l'hygiène. L'école, très important. Vu ce qu'on a, vu notre constat, vu nos études et les experts qui sont en train de nous rapporter leur expérience et leur expertise, ils nous disent que travaillons sur l'école, travaillons sur l'enfant et l'adolescent, c'est eux l'avenir. Parce que la culture de consommation des Algériens qui sont un peu rebelles, qui refusent parfois le changement, qui disent que moi j'ai l'habitude, quitte à mourir, mais je ne peux pas m'arrêter de manger le pain, de prendre la gazeuse. C'est pour ça qu'on doit orienter plus de travail vers les enfants. Monsieur Mloua, on remercie d'avoir accepté notre invitation. Les chantiers sont énormes, donc on vous souhaite beaucoup de courage. Et on compte sur vous. Merci. On compte sur les médias. Les médias, c'est important, c'est de grands partenaires. C'est à travers vous. Vous savez, on n'est plus au stade où on va faire des flyers et des dépliants comme on le faisait il y a 10 ans. Mais maintenant, c'est les médias. Merci beaucoup. Merci.